L'alchimie est la science qui permet de comprendre, de décomposer et de recomposer la matière. Mais l'alchimie ne peut pas tout. Il lui est impossible de créer à partir du néant. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et la transmutation humaine constitue son tabou absolu. Nul ne peut enfreindre cet interdit. Edward Elric n'est pas juste le personnage principal de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Il est le personnage qui pose des questions que personne ne veut vraiment entendre. Aujourd'hui, on va pas parler de combat ou d'alchimie, on va parler de ce qu'Edward Elric nous dit sur la culpabilité, le sacrifice, l'humanisme et la fierté. Mais avant, tout petit générique. Partie 1. La loi de l'équivalence. Rien ne peut être gagné sans quelque chose de valeur égale en retour. Dans l'univers de FMA, cette loi gouverne l'alchimie, mais elle gouverne surtout la philosophie morale d'Edward Elric. Ed croit du fond du cœur que rien n'est gratuit. Pas la puissance, pas la connaissance, pas le bonheur. Chaque gain a un coût. Et la faute suprême, c'est d'oublier ce coût. Là où ça devient philosophiquement intéressant, c'est que cette vision est à la fois sa force et sa prison. Sa force, parce qu'elle lui donne un code éthique absolu. Il ne triche pas, il ne se ment pas. Quand il fait une erreur, il l'assume entièrement, même si cette erreur lui a littéralement coûté un bras et une jambe. Et sa prison, parce qu'il porte tous les fardeaux qui peuvent venir à lui, comme si c'était personnellement de sa faute. La mort de sa mère, les membres de son frère, les victimes de l'état d'Amestris. Ed est incapable de se pardonner parce qu'il voit chaque douleur autour de lui comme la conséquence logique de ses actes. C'est ce qu'on appelle en philosophie morale une forme d'hyper-responsabilité, un sentiment de culpabilité qui dépasse ce qu'un individu peut raisonnablement porter. Alphonse! 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 Je te le promets, je vais revenir te chercher! Alors attends-moi! Attends-moi! Partie 2. La culpabilité comme moteur. Edward est mu principalement par la culpabilité. Nous pouvons voir au fil de l'œuvre que tout ce qu'il fait, apprendre l'alchimie, s'engager dans l'armée, traverser le pays, il le fait pour réparer ce qu'il a cassé. Mais voilà ce qui est fascinant. La culpabilité d'Edward n'est pas passive. Ce n'est pas quelqu'un qui se flagelle dans son coin. C'est quelqu'un qui transforme sa douleur en action. En psychologie positive, on distingue deux types de culpabilité. La culpabilité paralysante, je suis fondamentalement mauvais. La culpabilité réparatrice, j'ai fait une erreur, je vais la corriger. Ed appartient au second type. Sa culpabilité est une boussole qui l'empêche de se morfondre. Elle le pousse à toujours aller de l'avant. Ce qui le rend complexe, c'est qu'il oscille entre les deux. Il y a des moments où le poids de la faute l'écrase, notamment face à son frère qui lui dit que c'est aussi sa décision d'avoir transmuté leur mère. Ed ne peut pas entendre ça, parce que se partager la responsabilité, c'est se donner le droit d'aller mieux. Et lui ne se croit pas encore autorisé à aller mieux. Partie 3. La fierté comme bouclier. Edward Elric est fier. Trop fier, diront certains. Il refuse l'aide. Il minimise ses propres souffrances. Il préfère mourir plutôt qu'admettre une faiblesse. Il se bat même blessé plutôt que de demander du secours. En surface, ça ressemble à de l'arrogance. Mais creusons un peu. Sa fierté n'est pas de la vanité, c'est un mécanisme de protection. Edward a grandi trop vite. Il a perdu sa mère enfant, il a mutilé son frère, il a traversé la porte de la vérité. Il a vu des horreurs. Pour lui, la vulnérabilité n'est pas une option, parce que la vulnérabilité signifie perdre encore. Sa fierté est la muraille qu'il a construite pour ne plus jamais être aussi impuissant qu'il l'a été cette nuit de transmutation. Ce n'est pas Edward qui est arrogant, c'est un enfant traumatisé qui a appris que demander de l'aide, ça laisse entrer la douleur. Et c'est là que le personnage atteint une vraie profondeur psychologique.
Papa, tu as mal. Papa, tu as mal. Pardon. Nous sommes incapables de te rendre ta forme normale. On te demande pardon. Pardon. On joue, Al, on joue. Tu te prends encore pour un alchimiste. Mais comment peux-tu? On joue, s'il te plaît. Merde! S'il existait en ce bas monde, je dirais que toute cette affaire est l'œuvre du diable. Du diable, hein? Mais les alchimistes d'État sont au service du pays et peuvent prendre des vies pour peu qu'on leur en donne l'ordre. Vu sous cet angle, nous ne sommes pas très différents de Monsieur Tucker. Le pire étant que nous choisissons cette voie en connaissance de cause. N'ai-je pas raison, Full Metal? Tu auras certainement d'autres affaires similaires à traiter à l'avenir. Et tu devras sans doute à nouveau te salir les mains. Tu penses que tu seras tétanisé comme ça à chaque fois? On peut bien nous traiter de chiens de l'armée ou de démons. Je sais qu'un jour, Al et moi, nous récupérerons nos corps. Mais quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas des démons, et encore moins des dieux. Nous sommes des humains. Nous ne sommes que des humains! Et si nous sommes incapables de sauver une pauvre petite fille, alors nous sommes des humains insignifiants. Partie 4. L'humanisme sans Dieu. FMA pose une question que peu d'œuvres de shonen osent poser frontalement. Faut-il croire en Dieu pour avoir une éthique? La réponse d'Edward Elric est non. Et il le dit clairement. Ed refuse de prier. Il refuse de s'en remettre à une puissance supérieure. Dans un univers où les homonculus, des êtres qui prétendent à la divinité, tentent de devenir Dieu, Ed choisit quelque chose de radicalement différent. Croire en l'être humain. Pas en leur perfection, pas en leur bonté innée, mais en leur capacité à choisir, à se battre, à s'améliorer. C'est un humanisme au sens philosophique fort, la conviction que ce qui donne du sens à l'existence, ce n'est pas un absolu transcendant, mais les liens que les humains tissent entre eux. Sa relation avec Al, Winry, Roy Mustang, ou même avec tous ceux qu'il rencontre en chemin, sont ces liens qui constituent son éthique. Pas un code divin, pas une doctrine. Des personnes concrètes pour lesquelles il choisit de se battre. C'est une position philosophique très proche de celle de Jean-Paul Sartre, qui disait « L'existence précède l'essence ». On ne naît pas avec un destin, on le construit par ses choix, à travers ses relations. Partie 5. Ce que le sacrifice d'Ed nous enseigne. À la fin de Brotherhood, Edward fait un choix qui résume toute sa philosophie. Pour ramener Al dans son corps, Ed sacrifie sa capacité à faire de l'alchimie, la seule chose qu'il a définie depuis son enfance. Son talent, son identité, son outil de survie. Il échange tout ça pour son frère. Et ce qui est bouleversant, c'est que ce n'est pas un sacrifice héroïque au sens épique du terme. Il nous montre simplement ce qu'il est prêt à payer pour réparer sa faute et soulager son sentiment de culpabilité envers son frère. Mais pour vraiment comprendre ce moment, il faut parler d'Alphonse. Parce qu'avant ça, Al a lui aussi fait un choix, celui de sacrifier son âme pour redonner un bras à Ed lors du combat final contre Père. Non! Arrête! Al! Tu vas gagner, grand frère. Fais pas ça! Alors, ça y est, c'est fait? Oui, je m'en suis remis à mon frère. Alors, ça y est, ton âme est revenue? Reste à savoir s'il reviendra te chercher. Oui, j'en suis sûre. J'ai hâte de voir ce qu'il sera prêt à sacrifier.
Pourquoi t'as fait ça? Ce qui rend ce geste si fort, c'est qu'il n'est pas vraiment un sacrifice au sens tragique du terme. Hal ne le fait pas par désespoir. Il le fait parce qu'il a une confiance absolue en son frère. La certitude que, quoi qu'il arrive, Ed tiendra promesse, qu'il trouvera une solution pour lui rendre son corps. Il s'en remet totalement à lui. C'est la confiance la plus pure qui soit. Alors quand Ed sacrifie son lien avec l'alchimie en retour, ça prend tout son sens. Ce n'est pas juste un échange, c'est la réponse d'un frère à une confiance qu'il ne peut trahir. Il abandonne librement la chose même qui a rendu tous ses malheurs possibles. C'est le moment où le personnage réconcilie enfin sa philosophie avec sa psychologie. Il arrête de se punir. Il arrête de tout porter seul. Il choisit librement d'abandonner la chose qui a permis tous ses malheurs. Ce n'est pas une défaite, c'est une guérison. Conclusion. Édouard Elric est complexe parce qu'il est vrai. Il porte des contradictions réelles, la fierté et la vulnérabilité, la culpabilité et l'action, le nihilisme devant les dieux et l'amour fou pour les humains. Il ne nous montre pas comment être parfait. Il nous montre que le fait d'être brisé ne justifie pas l'abandon. Et peut-être que c'est ça, la vraie philosophie de Fullmetal Alchemist. La grandeur humaine ne réside pas dans la richesse ou la puissance, mais dans la capacité à aimer, à souffrir et malgré tout, à avancer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a demandé beaucoup de travail, mais ce n'est rien, car Fullmetal Alchemist reste une œuvre qui me passionne énormément. J'essaierai de faire ce genre de vidéo en format long sur des personnages d'animé qui ont pu me marquer, une fois par semaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos, et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et d'activer la cloche. Sur ce, ciao!